Bonjour à tout le monde. D'abord, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir convié à cette journée, puisque je fais partie de l'autre côté de la frontière, même si on parle d'une zone d'influence qui est commune avec celle dont on parle aujourd'hui. Donc, le château de Rouelbeau est situé dans le canton de Genève. On est sur la rive gauche du lac Léman. Et comme Gironville, comme le château dont je ne me souviens plus le nom, dont Franck Gabayet vient de parler. Nous nous retrouvons dans un château de plaine, dans une plaine marécageuse, puisqu'en 2001, on a aussi eu la renaturation des sources de la Semaille qui ont recréé un biotope un peu marécageux pour redonner un peu une image qu'on devait avoir au Moyen-Âge de notre château. Donc, c'est un château exclusivement militaire. Il a été construit dans cette plaine alors qu'on a une colline tout près pour surveiller une route qui menait à la Villeneuve d'Hermance, que vous voyez ici, qui est aujourd'hui à la frontière française et qui donnait un accès aux Faucigny sur le lac. Donc, il a été construit en 1318 par Humbert de Cholet. Cholet, c'est un petit village qui se retrouve à 1 km, 2 km de Rouelbeau. Et il a été acquis l'année suivante par Hugues Dauphin, qui est sire de Faucigny. Château militaire exclusivement. Comme l'a signalé Monsieur Kersuzan ce matin, pour Gironville, où on a une douzaine d'arbalétriers, on peut penser qu'à Rouelbeau, on a exactement la même configuration, une unité de cavalerie, une douzaine de personnes, avec des gens évidemment qui venaient loger dans ce château. Le château de Rouelbeau, c'est le dernier château qui est encore debout dans le canton de Genève, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup d'ailleurs. Et il a été classé monument historique en 1921. Donc vous avez une photo en bas à droite de votre écran. Ce classement fait suite à des destructions qui ont été assez massives en ville de Genève. On commence à s'inquiéter un petit peu de la pérennité de certains vestiges patrimoniaux. Et le château de Rouelbeau a le numéro 1 de tous les bâtiments classés du canton. C'est-à-dire s'il est un cœur. Vous voyez aussi son emplacement sur la carte où on a vraiment le Faucigny qui est une languette de terre vraiment très étroite à cet endroit et c'était absolument nécessaire de surveiller cette route qui menait à la Villeneuve d'Hermance et qui donnait évidemment un accès au commerce lacustre. J'ai eu la grande chance de pouvoir travailler à Rouelbeau pendant 12 ans, 12 campagnes de fouilles, parce que les conditions météorologiques ne permettaient pas de travailler l'hiver, on n'avait pas d'eau courante ni rien, donc quand le gel arrivait, on repartait au bureau. Mais le début des fouilles a été initié par la volonté de sauvegarder ce qu'il y avait encore à sauvegarder de ce château. Parce que, comme je vous l'ai dit, il avait été classé. L'État ayant acheté la parcelle, la végétation n'a jamais été entretenue et c'est une espèce de forêt qui a poussé à la place du château. En 1999, quand la tempête Lothar a traversé l'Europe, des arbres ont été arrachés de la plateforme du château de Rouelbeau en emportant des portions de murs. Et là, on s'est dit qu'il fallait quand même commencer à faire quelque chose pour sauvegarder ce château. Et on a commencé à faire des fouilles en 2001 et on a terminé en 2014. Donc ça, c'est un luxe que peu d'archéologues peuvent avoir, de pouvoir faire de l'archéologie pour de l'archéologie et d'avoir le temps de pouvoir investiguer un site comme celui-là. Et comme vous le verrez, avec des vestiges en creux, puisque voilà, on a des trous de poteaux, on a des structures de bois qui sont aussi assez compliquées à voir si le travail doit se faire de manière accélérée. Donc voilà, après 12 campagnes de fouilles, l'orthophoto qui a pu être effectuée, où vous voyez les vestiges et entre autres la palissade défensive que je vais décrire tout à l'heure. Donc le château de Rouelbeau est situé dans cette plaine et comme Gironville,
on a un réseau de double fossé qui entoure un tertre artificiel, donc un molar. Là, on parle vraiment de molar, puisque notre château est aussi décrit dans la fameuse enquête delphinale de 1339. Et là, j'aimerais saluer le travail de Mathieu de la Corbière qui s'est occupé de l'aspect historique de cette bâtie. Et c'est lui qui a apporté à notre connaissance ce texte, qui nous a été bien utile, puisque, en fin de compte, on a pu confronter le texte et la réalité archéologique. Et ça, c'était extrêmement précieux, je crois, des deux côtés, en fait, du côté de l'historien et du côté de l'archéologue. Donc, ce réseau de double fossé. Par contre, on a fait un sondage à travers les fossés et le Dodane. On n'a rien trouvé au-dessus du Dodane comme structure défensive. On a un Dodane qui est là, mais pas de traces de palissade. Ces fossés servaient à l'époque de réserve de poissons, c'est indiqué dans l'enquête delphinale, comme quoi ça sert de carrière. Le texte de 1339 nous fait une description d'une palissade de bois, de poteaux de 30 à 40 cm de diamètre. Donc là, comme à Gironville, comme, et je m'excuse du nom de Vieux-Souvaret. On a aussi la hauteur, donc la palissade culmine à près de 6 mètres de hauteur. Et 175 mètres de périmètre. On a mis au jour, pour ce qui a été fouillé, 185 trous de poteaux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un exemple pour ces palissades. Alors d'abord, les trous de poteaux qui ont été fouillés à la main et extrêmement compliqués parce qu'en fait, les trous vont à plus d'1,10 mètre de profondeur. Donc, on a 1,10 m de poteau enfoncé et à peu près 6 mètres, ce qui est quand même considérable comme mise en œuvre. Donc, comme à Vieux-Souvaret, on a fait une stratigraphie à l'intérieur, enfin, au travers de la palissade. Et on a pu voir effectivement qu'on a une tranchée. J'ai perdu ma souris. Voilà. On a une tranchée effective ici qui montre la mise en œuvre de ces poteaux. On a aussi retrouvé 5 négatifs qui étaient un peu de travers, comme si on avait mis un pan de palissade et que ce pan de palissade a été tordu et c'est biaisé, qu'on n'a pas voulu ou pas réussi à le remettre droit. Et comme je vous le disais, on a un exemple dans la ville de Rolle où on a un texte qui nous relate la mise en œuvre de la palissade où des poteaux ont été, des pieux ont été coupés, ils ont été amenés à Évian, ils étaient assemblés à Évian, ils ont repassé le lac, ils étaient entreposés dans le château de Rolle et en l'espace d'une semaine, on arrive à fortifier à l'aide d'autres tranchées et de ces pans de poteaux. Sur 750 mètres, on fortifie la ville de Rolle. Donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant qui peut être envisagé pour Royalbo. Donc on a des assemblages de 5 poteaux ensemble qui sont après glissés dans une tranchée et on remblait. L'avantage de Royalbo, c'est qu'on a une argile pure, donc on a un matériau extrêmement dur et solide. Et effectivement, normalement, le pan de poteau tient extrêmement bien, même fraîchement installé. Pour les tours, donc comme M. Kersuzan a parlé ce matin, à Royalbo, on a une particularité, puisque dans l'enquête delphinale, on parle seulement de 3 tours, 3 chafauds qui défendent la bâtille. Pour ceux qui sont comme moi un peu plus âgés, en 2004, j'avais présenté à Château-Gaillard les premiers résultats des fouilles. Et à cette époque, on avait commencé à fouiller dans ce coin du château, la bâtie, et
on avait retrouvé une partie de trou de poteau, mais en fin de compte, on était arrivé à la partie supérieure des poteaux qui avait commencé à pourrir dans le sol. On n'avait pas été assez téméraire parce que comme on savait qu'on était dans une structure un peu fugace, et il se trouve qu'ici, on a retrouvé des traces de sablière basse, mais aucune trace effective de tour. Les vestiges qu'on a ici dans cet angle sont beaucoup trop légers pour faire partie d'une tour, puisque ce qu'on a pu retrouver ensuite dans l'angle sud-est de la bâtie, on a cette grande tour avec une installation de 4 poteaux, des poteaux d'angle, d'une trace d'une sablière basse plutôt imposante. On a encore la trace ici et ici. Par contre, à l'angle nord-ouest, l'établissement de la tour est fait d'une manière un petit peu différente puisqu'on a un solin de pierre qui fait partie, sur lequel devait y avoir une sablière, mais qui permet de stabiliser l'édifice. Ces tours, dans l'enquête delphinale, on nous raconte qu'elles font près de 10 mètres de hauteur, donc il faut quand même avoir une assise suffisamment stable pour pouvoir les monter. Il se trouve que cette tour, qui est à l'angle nord-ouest, se situe entre le fossé arrière qui donne dans les douves et un fossé dont on parlera tout à l'heure qui court tout autour de la maison principale, de la domus plana, de la maison à un étage au centre de la bâtie. Donc, pour éviter que la tour ne sombre d'un côté ou de l'autre de fossé, on a trouvé bon de la stabiliser avec ce solin de pierre. Donc, la fameuse domus plana, maison à un étage, aussi décrite dans le texte de 1339. On a une description où on dit qu'elle fait 32 mètres de périmètre. Et c'est exact, on a retrouvé exactement les dimensions. Donc cette entoise, on a pu voir que c'était des toises delphinales et non pas des toises savoyardes. Comme pour les autres bâtis, on installe un vide sanitaire. En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que le molar qui a été placé, ce tertre artificiel qui a été installé à la suite de la creuse des fossés, on n'a pas fait une plateforme plate, on a fait une espèce d'anneau. On appelle ça une espèce de gros donut avec une cavité à l'intérieur qu'on a ménagée dès le départ. Cette dépression, elle permet de faire en sorte que la maison ne se voit pas depuis l'extérieur des fortifications. Et comme on est dans un environnement argileux, donc forcément assez imperméable, on fait ce vide sanitaire dans le fond pour évacuer l'eau au moyen d'un drain qui évacue l'eau dans les fossés extérieurs. On verra tout à l'heure qu'on a aussi le puits qui est à cet endroit puisque la nappe phréatique se trouve vraiment très proche de ce niveau. Cette maison à un étage, cette maison centrale, est constituée d'un solin de pierre. Et ça, je l'ai vu aussi ce matin quand on en a parlé. Je crois que c'est aussi Alain qui a parlé de ça. De cette fondation en pierre dont les pierres ne sont scellées que par de l'argile. On n'a absolument aucune trace de mortier. Le seule petite trace de mortier qu'on puisse avoir, c'est à l'intérieur pour plutôt imperméabiliser le mur puisqu'on est dans l'espace d'un cellier et d'une cave à cet endroit. Donc, dans la description, on parle d'une maison à un étage, au-dessus d'une cave et d'un cellier. C'est une maison qui comporte une chambre et d'une aula avec une cheminée. On a pu retrouver les négatifs des poutres qui soutenaient l'étage avec des guettes qui sont installées sur une sablière basse à cet endroit. On en a deux
sur le côté de la maison qui est le mieux conservé, puisqu'on a à peu près 1,50 m de hauteur. De l'autre côté, on a retrouvé les négatifs en plan, exactement faisant face à ces structures. On a les structures d'angle, donc des poteaux aux angles, et puis on s'est un peu étonné de voir qu'une des guettes passait à l'avant de la façade. Et il se trouve que dans la description, on parle aussi d'une écurie, puisqu'on a des cavaliers, on a retrouvé d'ailleurs des fers de chevaux. Évidemment, c'est un petit peu compliqué puisqu'on n'a absolument aucune porte d'accès dans la fondation de la maison. Donc, on a supposé que l'écurie était faite exclusivement en bois avec les structures. Ici, on a encore un trou de poteau, on a encore une trace d'angle ici. Et cette écurie devait se trouver à l'avant de la maison. Alors évidemment, dans un château, il faut un puits. Donc on a tourné un peu 10 ans autour du puits et on a été un peu étonné de le retrouver à l'intérieur de la maison. Dans un espace absolument pas du tout pratique d'accès, puisque, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de porte sur toute le périmètre de la fondation de la maison. Cet espace, on a dit cave et cellier, on le sépare en deux, puisqu'on a ici, j'ai pas pris de photos plus explicites, mais on a un effet de paroi à cet endroit, juste à l'avant du puits, et un traitement du sol qui est quand même très différent entre cette partie où on a un sol fait de pierre assez bien organisé, et de l'autre côté, on avait une couche d'argile au-dessus du vide sanitaire. On a retrouvé la trace d'une planche en bois, assez fugace, mais quand même, on peut imaginer que de ce côté-là, on avait un plancher. Donc, le puits qui était encore en eau, et il y avait même des grenouilles qui sont venues s'approvisionner. Le seul élément qui n'est pas décrit dans le texte de 1339, c'est la cuisine, si on peut l'appeler comme ça, en fait plutôt un espace de cuisson, puisqu'on a retrouvé cet élément des poteaux, toujours le même format, des poteaux aux angles. Mais là, par contre, pour les parois, on a quelque chose d'un peu mélangé, puisqu'on a de ce côté-là une sablière basse, mais ici, on a des piquets qui forment un rayonnage, et puis de l'autre côté aussi une sablière. On a retrouvé une couche d'environ 40 cm de cendres entrecoupées d'argile, pratiquement tous les 2-3 cm. On a émis l'hypothèse qu'on devait avoir un four à l'avant de ce bâtiment. Vous avez la reconstitution un peu ici. Et puis, ce four servait d'élément de cuisine. Et quand on avait fini la cuisson, on déchargeait les cendres à l'avant du four. Et quand le sol devait être peu praticable, on rajoutait une couche d'argile pour assainir et pouvoir marcher là-dessus un petit peu plus confortablement. Dans les couches de cendres, on a retrouvé quelques tessons de marmite que je vous présenterai tout à l'heure, si j'ai le temps. Alors, contrairement à Gironville et puis à Vieux-Souvaret, cette bâtie a continué à vivre puisqu'on la consolide, on décide de construire en pierre. Alors, paradoxalement, si on a la date de construction du château en bois, on n'a absolument aucun texte qui relate la construction du château maçonné. Les seules choses qu'on ait historiquement, c'est que 1339, la description fait état d'un château qui est toujours en bois. Et 1355, la Savoie annexant le territoire du Faucigny, il n'y a plus de raison de construire un château défensif à ce moment-là. Donc, on peut imaginer que le bâtiment maçonné a été construit entre 1340 et 1355. On continue pendant cette construction à utiliser les éléments en bois, évidemment. On englobe d'abord la bâtie en bois pour éviter d'affaiblir sa position stratégique.
et les tailleurs de pierre investissent les lieux, puisqu'on a, et ça, ça a été extrêmement intéressant pour comprendre quels étaient les éléments qui ont subsisté lors de cette construction. Ils taillent des blocs de molasse qui sont posés sur les parements de la courtine et puis des tours circulaires. Et les déchets de la taille de molasse étaient pendus sur toute l'esplanade pour assainir le sol. Je vous rappelle qu'on est dans un environnement argileux, donc dès qu'il y a de la pluie, l'argile, c'est quelque chose qui part en boue et qui est extrêmement glissant. Donc, pour assainir ce sol, on déverse les déchets de molasse. Et c'est pour ça qu'on a toute cette partie un peu rosâtre. Et on a pu, par ce biais, découvrir le tracé des chariots qui amenaient les matériaux et qui faisaient encore le tour de notre maison. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a encore le fossé, la maison avec le fossé. C'est seulement par la suite qu'on décide, comme vous avez sur la vision ici, de remblayer le fossé de la Domousse. On estime que c'est plus d'actualité et que c'est pas très pratique de faire tout le temps le tour de la maison. J'ai oublié, oui, je l'ai pas mal placé, mais on a quelques vues de ce château et entre autres la carte de Jacques Goulard qui représente tout l'arc lémanique, où on a une vignette qui représente Royalbeau, qui représente un carré savoyard. Et malgré les historiens n'aiment pas trop quand on se dit que la vignette était ce qu'on avait sur place, mais en fin de compte, force est de constater que le château de Royalbeau ressemble fortement à ce qui est indiqué sur le dessin de cette carte, puisqu'on a même la porte avec sa tourelle et on n'a qu'une porte aussi qui donne accès au château. Et quelques vues de l'espace, et puis la peinture à l'huile d'Alfred Dumont de 1848 qui montre bien encore tout l'aspect marécageux qu'on trouvait autour de ce château, les champs ayant été asséchés au début du XXe siècle. Donc, je vous ai dit, on décide de remblayer tout autour de la maison. Et pour avoir un accès quand même facilité à la cave, on décide, après le remblaiement, de construire un escalier et de percer à ce moment-là une porte dans le soubassement de la maison. Un bel escalier en molasse avec très peu de traces d'usure auparavant. Dans un état où on construit le corps de logis en maçonné, on abandonne complètement la maison en bois, on conserve juste l'accès au puits, puisque ça c'est quand même un élément absolument indispensable, et on construit à l'arrière de la maison une nouvelle écurie pour les chevaux. Le corps de logis est construit contre la courtine. On a retrouvé la partie basse de la façade qui est percée de 3 portes. 2 portes assez jolies dont on voit ici le seuil avec le début des montants avec des sculptures puisqu'on a un chanfrein avec un congé plat. On les a aussi de l'autre côté. C'est assez peu symétrique, donc on peut imaginer qu'on a déjà à cette époque-là utilisé des pierres qu'on a récupérées sur un autre édifice. Quant à la troisième porte, qui est beaucoup plus large, en fait c'est une porte qui fait à peu près 1,38 m de largeur. C'était une porte à double battant puisqu'on a encore les trous des gonds qui servaient à retenir les portes. On avait même encore un gond en fer qui était en place. Je vais juste revenir en arrière puisqu'on n'a aucune trace de mur les portes d'un accès. Par contre,
le long de la courtine, on avait ici d'énormes trous de poteaux, donc qui montrent que l'intérieur devait quand même être fait de parois de bois, supporter des planchers en bois à cet endroit. Je reviens, voilà. Le seul endroit où on a retrouvé des tuiles, c'est sur le corps de logis. Il se trouve qu'en ville de Genève, on oblige la couverture des bâtiments à partir de 1410 en tuiles pour des raisons évidentes de sécurité à cause du feu. Donc, on peut penser qu'à cette époque-là, lors d'une réutilisation du château, on a changé tout ce qu'on avait comme toiture de bois, de pavillon, pour des tuiles. On a deux sortes de tuiles. Sur le corps de logis, des tuiles canal, et sur la tour, c'est la seule tour, la tour circulaire, celle-ci, qui est couverte. Les autres, on n'a absolument rien trouvé comme tuiles. Ces tuiles sont rectangulaires, plates, qui permettent de pouvoir couvrir un espace circulaire un peu plus facilement. Là, j'ai juste mis une petite image d'un exemple de couverture, la manière dont on mettait en œuvre ces toits. Voilà un peu le matériel qu'on a retrouvé. Alors, on l'a dit, c'est un château militaire. Il est occupé assez sporadiquement quand il y avait des problèmes politiques dans la région, ce qui arrivait quand même assez souvent. Mais les gens arrivaient avec leurs affaires et repartaient avec leurs affaires. Et quand il n'y avait pas de danger, on n'avait qu'un gardien qui restait là, mais on a quand même très très peu de matériel, puisque en tout, j'ai 342 tessons, oui, 342 tessons, 141 fragments de céramique culinaire et par contre 201 fragments de céramique utilitaire qu'on va voir après. Donc, une chose qui est aussi intéressante pour nous, c'est qu'on a juste un fragment de pierre olaire, donc d'une casserole en pierre, qu'on retrouve énormément de ce type de Valais chez nous. Et puis la marmite, ça, ce sont les fragments qu'on a retrouvés dans l'espace de cuisson, dans les cendres. Donc, pas une marmite, une cruche, pardon, puisqu'on a retrouvé le bec tubulaire qui permet de verser, bec verseur. Un fragment de couvercle aussi, qui était relativement rare à cette époque. Une très très belle cruche avec un décor glaçuré, aussi à bec tubulaire. Et pour la petite histoire, en fait, on a retrouvé une partie de la cruche en 2001. Alors, du coup, c'était une belle cruche avec verseur avec pincé, parce qu'on n'avait pas encore retrouvé le bec. Et puis, 10 ans après, on a retrouvé le reste de la cruche. Et puis, on a pu changer le dessin et de faire en sorte qu'elle devienne une cruche à bec tubulaire. D'autres cruches aussi avec une glaçure un peu moins couvrante. Et puis, eh bien, plus de la moitié du matériel céramique, ce sont des cornes d'appel. On en a retrouvé un certain nombre, dont celle-ci qui est quand même dans un état de conservation assez exceptionnel. Elle a été retrouvée en flanc de fossé quand on a fait les sondages dans le premier fossé vers la porte d'accès. Je vous ai mis aussi quelques embouchures et puis ce modèle en bas ici, puisque on a une glaçure verte dessus, ce qui est assez rare. Je crois qu'il y en a une, sauf erreur, du côté de Charavine, avec une glaçure verte en décoration. Ferreux. Alors évidemment, j'ai oublié de mettre les petits clous, mais la prochaine fois, promis. Donc, énormément de carreaux d'arbalète. On a 255 carreaux d'arbalète de types différents. On en a aussi qui sont complètement tordus. Donc, on a supposé qu'ils devaient quand même s'ennuyer en étant dans leur bâti et qu'ils devaient tirer sur le mur pour s'exercer. C'est au contrebas du mur qu'on a retrouvé ces carreaux complètement pliés. On a 2 carreaux de baliste. Et là, c'est des carreaux parce qu'on a la section carrée, des clés et aussi, pour l'anecdote, les éperons. Parce qu'on a une paire d'éperons et ils ont été trouvés l'un à côté de l'autre, à côté de la porte du corps de logis. C'est quand même assez exceptionnel. Et le fer à cheval. Et pour les objets, alors nous, on a 40 pièces de monnaie
quelques-unes qui sont plus récentes, mais autrement qui sont contemporaines de l'utilisation du château. Et ici, une bulle papale. Alors, une bulle qui est au nom d'Innocent IV. Innocent IV, sauf erreur, a régné entre 1247 et 1254. Ou c'est le contraire, je ne sais plus. Bref, il a donné à cette époque-là des privilèges aux seigneurs de Faucigny sur les villes d'Hermance et de Montaut. Alors, est-ce qu'à Roalbo, on avait un dépôt d'archives ou est-ce qu'un messager a perdu le sceau à cet endroit? C'était quand même assez particulier parce qu'absolument aucune trace d'un coffret ou de quoi que ce soit. On a retrouvé la bulle dans l'argile. Mais on peut imaginer qu'on a quand même ici l'acte qui a été édicté par Innocent qui correspond quand même à un fait historique de la région. Et puis en bas à gauche, une pièce assez particulière puisque c'est une fibule discoïde qui a été interprétée à l'Agnus Dei comme celle de droite, trouvée dans le canton de Fribourg, ici quand même relativement bien, un agneau avec la croix sur le dos. La nôtre, elle est quand même extrêmement stylisée, mais certes, certaines personnes arrivent à y voir un agneau avec une oreille, un museau, un œil. Voilà, c'est assez étonnant. C'est une pièce plus ancienne que le château, puisqu'on a pas mal de ces objets dans l'est de l'Europe, à partir plutôt vers le XIIe siècle. Donc, est-ce que c'est un des chevaliers qui avait ça comme trésor sur lui? Voilà, on ne le saura jamais. Et le petit dé à jouer qui a été retrouvé aussi en contrebas du mur de la Domus, qui permettait de passer le temps. Il reste voilà, j'arrive au bout. Donc, je vous encourage à passer la frontière quand ce sera possible, parce que le château de Roalbo a fait l'objet d'une remise en valeur complète, avec une magnifique maquette en bronze qui relate le résultat des fouilles. Donc, en fait, vous pourrez voir les magnifiques trous de poteaux de la palissade, puisque c'était absolument vraiment impossible de conserver ça in situ. Trois pluies et puis on n'avait plus un seul trou de poteau. Donc, on a recouvert de sable et puis après de terre tous les vestiges. Et sur Internet, puisqu'il y a un film de 9 minutes qui raconte l'histoire de ce château, je vous encourage à aller le voir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Michel pour cette présentation haute en couleur avec plein de photos et plein de vestiges. C'est rafraîchissant. Merci. Juste, pour le moment où j'ai la parole, je voulais juste signaler qu'il y a une trompe d'appel émaillée de verte qui a été découverte au château de Faudon dans les Hautes-Alpes au début du XXe siècle et qui est conservée au musée départemental de Gap et qui ressemble beaucoup à celles qui ont été présentées là pour Roalbo. D'accord, merci. Voilà. Alors, qui veut la parole? La demande. Jean-Michel. En fait, c'est plutôt deux observations. La première, j'ai été frappé, mais je suppose que Franck Gabayet aussi, par la ressemblance de la zone de cuisine à côté de la tour, avec ce qu'il y a à Vieux. Une zone de cuisine sans murs périmétraux, etc., qui fait penser à ce qui a été aussi trouvé plus anciennement, alors il me semble, à la motte castrale de Dessines, c'est-à-dire une zone de cuisine très faiblement protégée, avec simplement une sorte de petite moitié de couverture en appentis. Et je pense qu'on a deux choses extrêmement voisines à Roalbo et à Vieux, à la fois
fois dans l'emplacement de cette cuisine et puis dans son aspect. La deuxième chose, c'est à propos alors c'est assez anecdotique, mais c'est à propos de la bulle pontificale. C'est assez fréquent que l'on trouve des bulles pontificales dans des endroits où aucun document, a fortiori des bulles pontificales, était conservé, dans des villages, etc. Il semblerait qu'on ait pu conserver ces bulles pontificales uniquement parce qu'il y avait l'effigie de Saint-Pierre et Saint-Paul, et donc c'était conservé un petit peu comme des médailles, mais complètement détachées depuis longtemps, sans doute, depuis longtemps, pas forcément dans ce cas-là, puisque vu la date, mais détachées de leurs documents et utilisées à bien d'autres choses que, évidemment, à une réserve d'archives. D'accord. Donc, on a une question d'Alain. Il faut que tu réactives ton micro. Voilà. Moi, j'ai une question pour le début, puis une question pour la fin. C'est-à-dire que tu nous as dit qu'il avait été construit par un chevalier, je ne me souviens plus le nom. Humbert de Cholet. Voilà. Mais est-ce que c'est pour lui ou pour le sire de Faucigny? Parce que nous, dans les constructions, les maîtres d'œuvre, il nous a dit qu'ils sont chevaliers ou damoiseaux. Ces gens-là, c'est pas forcément pour eux. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Non, et alors, c'est un chevalier qui a construit ça. Construit, oui, le sire de Faucigny, non? Pour le sire de Faucigny, oui, effectivement. D'accord, c'est pas pour lui. Voilà. Pareil, bon, en fait, et puis, tu nous as dit que la construction en pierre, la reconstruction plutôt en pierre datait entre 1340 et 1355. Ouais. Mais vous n'avez pas de texte. Moi, je propose l'hypothèse, mais elle repose que c'est hypothétique. Si cette bâtie a été inféodée comme beaucoup d'autres, parce qu'elle ne sert plus à rien, puisqu'il n'y a plus de guerre, est-ce que tu ne crois pas que ça pourrait être l'acquéreur qui ait fait changer, modifier, reconstruire en pierre, après 1355, cette bâtie en bois, en un véritable château de pierre? Là, je pense que c'est Mathieu qui pourra répondre un peu mieux que moi. Non, parce qu'en fait, ça reste quand même un château défensif, parce qu'on a quand même dans les remblais de reconstruction, on a quand même encore des traces d'occupation. Oui. Mais ça n'empêche pas l'occupation. Ouais. C'est l'expression, quoi. Mm-hmm. Que ce soit toujours défensif, il y a une expression défensive. On est seigneur quand on a un château, hein, et qui est forcément fort. Enfin voilà, c'est une hypothèse. D'accord. Je ne dis pas que c'est la vérité. À qui est-ce qu'il est inféodé, ce château, justement, après? Alors, il passe de main en main pendant pas mal de temps. Je reprends les notes de Mathieu. Donc, il est annexé par la Savoie. Il passe après dans les mains de Nico de Ferney, de Guillaume de Genève. Il passe dans la famille Genève-Lulin. Et puis, jusqu'au XVIIIe siècle, et c'est au XVIIIe qu'il sert de carrière de pierre pour les habitants du village d'à côté. On a une question de Franck Gabaillé. Oui, j'ai deux questions. D'abord, un constat, effectivement, la partie cuisine m'a attiré l'œil, sachant qu'à Vieux, en l'occurrence, on n'a même pas de quoi faire un appentis. Donc, si structure légère il y a, elle est de façon sur le sol. Ce que je disais, sous forme de sablière, posée, et puis de poteaux plantés, posés plutôt plantés. Et non, je voulais surtout aussi parler aussi de ce grand bâtiment là. Je l'avais déjà repéré à Ruelbeau, hein, mais c'est pas un problème. Mais on retrouve aussi cette notion de grand bâtiment, cette maison Domus Plana là, avec l'étage. Je pense qu'on doit avoir quelque chose de cet ordre-là un peu à Vieux. Moi, j'avais une question plus précise sur la taille des poteaux de la palissade. Si j'ai bien compris, on a 6 mètres hors sol et puis 1,10 m en fondation, c'est ça? Donc, oui, à peu près. Voilà, ouais. Oui, tout à fait. Et bon, si on regarde aussi la position des poteaux, on voit que ils ne sont pas collés ensemble. Donc, on a vraiment quelque chose qui est juste équarri. Et effectivement, dans les reconstitutions, quand on a fait les reconstitutions avec la société In Situ,
on s'est rendu compte que, comme tu as pu le dire pour le château, c'est qu'on a l'impression d'être dans un fort du nord de l'Amérique, quoi. Ça ressemble plus à Fort Alamo qu'autre chose. Mais c'est vrai que statistiquement, je m'étais fait la réflexion en voyant ces écarts entre les poteaux. Si 3 flèches sont jetées sur la bâtisse, pas très grave. Si on a des centaines, statistiquement, il faut assez mettre des planches pour boucher les trous, là, parce que ça devient un peu risqué quand même. Ouais, très certainement. Alors, on a une autre question de Laurent D'Agostino. Ah oui, alors excusez-moi, j'ai coupé mon son. Oui, c'est à propos du mode de calcul, en fait, de la longueur de ces poteaux. Ça serait intéressant d'expliciter parce que je crois que dans l'édition justement de l'enquête de 1339, il y a un développement assez long de Mathilde Lacorbière à ce sujet. Ouais. Et il arrive à la conclusion que finalement, on n'a utilisé que des mesures locales dans cette enquête delphinale et qu'il n'y a pas vraiment d'unité quand on compare entre les mesures données dans l'enquête et puis les vestiges sur le terrain. Alors, du coup, pour Walbo, ça serait sans doute intéressant d'avoir un petit peu le mode de calcul que vous avez utilisé pour respecter ça. Et, voilà. Ben, j'ai pris les différentes toises justement dans le livre de Mathieu. Et puis, comme on avait les vestiges sur place, c'était quand même assez facile de faire les métrés. Et puis, j'ai calculé. Et puis, par rapport à nos mètres actuels, eh ben, c'est la toise delphinale le calcul avec la toise delphinale qui était le proche et pratiquement exact par rapport à ce qu'on a. Mais la toile delphinale d'où? Parce que alors là, franchement, je ne sais plus. Hein. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai fait les calculs. Donc, comment vous dire 2,046 mètres, un truc comme ça, je pense. Le pied c'est 0,341. C'est la même toile qui est utilisée en haut Dauphiné, mais c'est pas la même qui est utilisée vers Albon, par exemple, qui est plutôt de l'ordre de 1,90 m. Donc 2,46 m, c'est énorme pour une toise. 2,046. Ah, 2,046 m, d'accord. Ouais. C'est quand même beaucoup, quoi. Alors ça, je sais pas. Il y a combien de pieds dans une toise? Et ça dépend. À Château-Dauphin, elle fait 5 pieds. Ouais. Et sinon, elle fait 6 pieds, je crois, globalement. Mais ça dépend des endroits, donc c'est pour ça que c'est un peu difficile de manier ces mesures en dehors de leur... Ils le disent, enfin du moins pour les Savoyards, à la compte du Seigneur. Et on sait que la toise, elle fait 1,88 m et qu'elle a 6 pieds. En fait, c'est la toise de Montmélian, quoi. Donc c'est très pratique. Moi, j'avais une question au sujet de la palissade et de son installation, parce que ça faisait quand même écho avec ce que nous a présenté Franck sur Vieux-Souvaret. Donc, est-ce que j'ai bien compris que cette palissade, elle est installée dans un fossé qui est rebouché, un peu comme ce que Franck suppose à Vieux-Souvaret, et au niveau du sol, ou bien est-ce qu'il y a quand même un tertre un fossé? J'ai pas réussi bien à comprendre comment ça fonctionnait tout ça. Alors, tout d'abord, on creuse les fossés. La terre qui est récoltée des fossés, on en fait ce tertre artificiel. Et par la suite, on creuse des tranchées dans lesquelles on glisse des pans de palissade. Chaque fois, on a vu ces 5 poteaux qui sont liés les uns aux autres, qu'on fait glisser dans la tranchée et on rebouche après. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. S'il n'y a pas d'autres questions. J'ai une dernière question. Comment, avec quelle technique on arrive à faire des trous si bien ronds? Avec une grosse tarière ou... Non. Non, c'était assez compliqué de les voir déjà, les trous, parce que, en fin de compte, le remplissage et le terrain entourant, c'était exactement la même chose. On arrivait à les repérer parce que tout d'un coup, on avait des radicelles, des racines qui suivaient les parois. Et là, on a même inventé des outils. Vous voyez en bas, on a créé des outils pour creuser plus bas parce qu'on n'a pas les bras assez longs pour aller jusqu'au fond.
mais Mais si j'ai bien compris, ils ne les ont pas installés, ils ne les ont pas creusés, eux. Eux, ils ont fait une tranchée, ils ont posé leur pan de 5 poteaux par 5 poteaux et ensuite, ils ont rebouché. Exactement. Vous avez fouillé l'empreinte dans ce rebouchage. Exactement. Donc, d'accord. Donc, la circonférence, au moins le diamètre de chaque trou correspond à celui de chaque poteau. Oui. Ouais. D'accord. OK. Merci. De rien. Les négatifs des poteaux, là, uniquement. Oui, on a aussi la tranchée, hein, mais ici, c'est de la tranchée qu'on a, pas plus ou moins, parce qu'on a dû recreuser, donc on a plus ou moins. Mais la trace vraiment de la tranchée, on l'a ici, de ce côté-là. Alors, à Vieux, juste une précision, à Vieux, on a pu mettre en évidence qu'en fait, on a fait la tranchée, on a posé quelques poteaux, enfin, sans doute plusieurs, et ensuite, peut-être étaient-ils liés ensemble à ce moment-là, d'avance ou au moment où on les a posés, mais on a commencé par emblayer la partie basse sur à peu près 60 cm par un apport compacté de gravier, et ensuite seulement, il y a le reste du comblement de la tranchée. Donc, c'est-à-dire que on a posé les poteaux, on a remblayé la base du poteau et peut-être qu'on a continué à avancer avant de remblayer toute la tranchée. C'est un système un peu différent.